Bien, bonjour à tous, on va démarrer. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session de présentation des nouveautés ServiceNav. Je rappelle un petit peu le principe, on essaie de vous fournir chaque mois une session de webinaire à la fois pour vous présenter les nouveautés, donc ce sont les webinaires que j'anime, et également des webinaires plus portés sur l'usage. Donc en général, l'alternance est environ une fois par mois. Ça nous permet de regrouper deux versions et éventuellement de couvrir une version majeure sur un créneau de temps qui se veut toujours assez réduit, de manière à pouvoir vous libérer facilement pour ce rendez-vous mensuel. Donc aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés 3.17 et 3.18 de ServiceNav, dont la version 3.18 pour la plateforme SaaS va être migrée la semaine prochaine, lundi soir. Vous avez dû voir passer la communication pour les utilisateurs concernés. Donc on va commencer à parler de RGPD. Vous avez dû beaucoup entendre parler de RGPD sur les derniers mois, donc je vais être très bref. Vous connaissez tous à minima le principe. Les outils qu'on va proposer au niveau de ServiceNav pour vous assister dans la mise en conformité, pour faciliter la communication autour du RGPD, ça va être la possibilité au niveau du thème d'associer un bloc de détails, donc qui peut correspondre à des mentions légales ou à des informations que vous souhaitez porter à la connaissance des utilisateurs de ServiceNav dans votre périmètre, bien entendu, c'est pour ça que c'est lié au thème, ainsi qu'un champ données personnel lien qui lui va permettre de mettre un lien vers une politique de confidentialité qui serait hébergée sur votre site web, comme on fait un très grand nombre de fournisseurs de services tels qu'OVH et des éditeurs logiciels tels que GoServit, puis il y en a énormément d'autres, de manière à pouvoir aller beaucoup plus dans le détail qu'un simple bloc de texte et pouvoir notamment informer sur les droits, comment les exercer, quel est le contact du DPO au sein de votre organisation et toute information qui s'avérerait utile. Donc je rappelle qu'au niveau du RGPD, dans le contexte d'utilisation ServiceNav SaaS, nous avons le rôle d'hébergeur, donc nous sommes sous-traitants, nous hébergeons des données liées à vos clients ou à vos collaborateurs, mais vous restez responsable du traitement qui est fait sur ces données puisque c'est vous qui les manipulez et qui les utilisez. Dans un contexte on-premise, vous êtes hébergeur ou un prestataire qui est votre sous-traitant est hébergeur et vous êtes responsable du traitement. Donc on a voulu commencer à intégrer dans ServiceNav cette philosophie de privacy by design et by default en se disant on va commencer à fournir des outils qui vont vous permettre de faciliter et d'accélérer la mise en conformité et de communiquer au mieux auprès des collaborateurs et auprès des utilisateurs potentiellement externes qui viendraient se connecter à ServiceNav dans un but uniquement consultatif, par exemple sur de la météo des services pour du client final. Infogéré. Donc le principe il est très simple, on renseigne au niveau du thème des informations sur donc les informations de texte, l'information liée à l'URL, et on va retrouver ces informations à deux endroits. La première c'est sur la page de connexion. Donc bien entendu, celle-ci est aussi liée au thème. À partir du moment où vous avez une URL spécifique, la page de connexion va avoir vos couleurs, votre thème et donc votre message paramétré au niveau de votre société. Et va être également affiché à la première connexion de chaque utilisateur et pour tout nouvel utilisateur que vous créerez en tant que pop-up à la première connexion. Ça permet de s'assurer que les utilisateurs ont pris connaissance du message parce qu'il y a une action de fermeture de cette pop-up qui est une action manuelle, donc qui vaut lieu de prise de connaissance du message. Donc cette pop-up bien sûr est à affichage unique, elle s'affiche une seule fois, elle n'apparaît plus jamais pour le même utilisateur. Et si rien n'est renseigné, dans un premier temps, la pop-up n'apparaît pas du tout, de même que le cartouche sur la page de login. On va parler maintenant de l'intégration ticketing avec ServiceNow. Intégration ticketing ServiceNow, vous savez que dans la philosophie du produit ServiceNow, on met un point d'honneur à se synchroniser avec un maximum d'ITSM, donc d'outils de ticketing, pour permettre de créer des passerelles qui, pour nous, ont vraiment de la valeur et on pousse également nos partenaires et nos clients à utiliser ces intégrations pour intégrer pleinement la supervision dans le process de support et qui va nous permettre de créer des tickets sur un acquittement, de suivre le statut des tickets directement depuis la supervision, donc de corréler très fortement les notions d'alerte de supervision et la création de tickets. Ça permet d'être plus proactif,
donc de créer des tickets bien en amont des problèmes, d'éviter les surcharges au niveau du support liées à un problème qu'on aurait pu éviter, et ça permet également de loguer et de tracer toutes les actions techniques qui sont faites suite à une alerte, ce que la supervision ne permet pas puisque c'est pas son rôle. Elle va alerter, elle va stocker les alertes, mais ce n'est pas un outil de ticketing. Donc on a vraiment une complémentarité là-dessus. Cette complémentarité, on l'a sur des outils tels qu'ITOP, GLPI, Akiteo, Sedge CRM, EasyVista et d'autres. On a voulu encore l'enrichir et maintenant on s'intègre également avec l'outil ServiceNow. Donc le fonctionnement reste très similaire, hein. On a la possibilité de choisir un contact, un intervenant, un objet est renseigné par défaut sur la demande avec le format indiqué sur la slide, et une description avec statut et description de l'alerte qu'on peut bien entendu surcharger. Il y a une documentation complète qui a été faite, que vous pouvez retrouver sur notre site dans la rubrique documentation, monitoring documentation, qui a été faite sur cette intégration et qui détaille beaucoup plus le paramétrage, le fonctionnement, le rôle, qui est, comme je vous dis, très similaire aux autres intégrations déjà en place. On arrive à la principale nouveauté de cette présentation, qui consiste en l'ajout des métriques sur le dashboard map. Donc un petit peu d'historique, le dashboard map, c'est une fonctionnalité qui est apparue, c'était une grosse fonctionnalité au moment où elle est sortie, hein, qui est apparue l'année dernière sur ServiceNav, et qui a pour intérêt de présenter un canevas sur lequel on va pouvoir définir de manière très visuelle avec du drag and drop, donc c'est une interface qui est très intuitive. On va pouvoir définir tout un tas de dashboards avec des formes, avec différents éléments de supervision, donc que ce soit des équipements, des services unitaires, des météos de service, donc des services utilisateurs. Et on va pouvoir placer ces éléments d'une manière logique, un peu à la manière d'un visio, ou sur une représentation de fond, quelle qu'elle soit, hein, une image ou autre, en créant des liaisons très, très visuelles, de manière à pouvoir superviser à des niveaux de zoom différents, hein. Ça peut être quelque chose de très générique ou de très 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 opérationnel, très proche du très bas niveau, des informations sur le périmètre supervisé, particulièrement utile quand on va fonctionner avec un périmètre qui sera assez important, où on va pouvoir placer sur des maps des éléments très hétérogènes comme une météo d'application, avec derrière des services utilisateurs qui peuvent avoir 50, 100 checks associés, et qui pour le coup vont pouvoir être représentés de manière très très graphique sur une map. Donc ce qu'on a voulu ajouter à cette map, c'est la partie métrique. Donc comment ça se matérialise? Au niveau du menu de construction de la map, on récupère un nouvel élément qui va être l'élément métrique qu'on voit ici, et qu'on va pouvoir ajouter de la même façon par un simple drag and drop. Et les métriques vont nous apporter l'affichage d'éléments métriques, c'est-à-dire les éléments qui vont être mesurés, que ce soit un ping d'équipement, que ce soit tout contrôle sur un service unitaire par exemple, tout contrôle qui va renvoyer une donnée de métrique. Donc ça peut être, comme je vous disais, un ping, ça peut être une quantité, un espace disque restant, ça peut être la volumétrie de bande passante restante sur une interface réseau. Les exemples sont assez importants puisque même, et là en plus on renforce encore la puissance avec les sondes génériques qui permettent d'interroger des OIDS NMP sur des équipements qu'on n'aurait pas forcément dans le périmètre de supervision et dans le catalogue, et qui vont nous renvoyer également de la métrique, qui peuvent nous renvoyer également de la métrique. Donc on a vraiment pensé ça de manière générique. Pourquoi la métrique? Puisque c'est une donnée qui peut être très intéressant de suivre en quasi temps réel. Quasi temps réel puisqu'on va avoir un rafraîchissement toutes les minutes, donc on n'est pas sur du vrai temps réel, avec la dernière valeur connue, qui elle va dépendre de la politique de contrôle. Politique de contrôle qui de toute manière ne peut pas descendre en dessous d'une minute. Donc on est sur de la synchro totale avec la politique de contrôle. On va pouvoir choisir ou non d'afficher l'unité. Je vais vous donner quelques cas d'usage encore avant de vous montrer des exemples graphiques. Premier cas d'usage, ça va être intéressant pour un fournisseur de services managés. On va pouvoir suivre par exemple les utilisations CPU, disque RAM sur des serveurs applicatifs pendant une opération de maintenance. Donc ça c'est un cas qui en production, c'est des questions que j'ai eues souvent sur des projets. C'est de dire je veux garder ma vue globale, je ne veux pas aller dans ma liste de statuts, dans mon exploitation technique où j'ai tout un tas de pages avec beaucoup trop d'informations. Je veux pas non plus avoir à ouvrir ma fiche détail parce que j'en aurai 5 à ouvrir en parallèle. C'est pas forcément en plus simple à faire dans l'application, c'est pas prévu pour ça. Mais pour autant, je veux par exemple pendant une maintenance pouvoir suivre l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs de la manière la plus temps réel possible.
Donc là, clairement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire dans un dashboard de map, placer les 5 métriques concernées autour du point, autour de la météo correspondant à l'application. On va pouvoir suivre l'état général de l'application et en dessous l'évolution de chaque métrique à la minute. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant dans ce contexte. Ça peut permettre également, dans une map beaucoup plus orientée cartographie réseau, avec différents sites, donc de visualiser l'utilisation de la bande passante entre ces sites. Dans une autre logique un peu plus data center, ça peut nous permettre également de monitorer de la température dans des salles serveurs, une température par allée, par serveur, on peut aller dans un niveau de détail qui est très important. Donc les usages là-dessus sont très très larges, et on va le voir juste après. On a également de la pertinence dans un contexte client final. Donc on va voir ici pour le client final. J'ai vu qu'il y avait des questions qui passaient, j'y réponds volontairement à la fin. Donc je ne les oublie pas, je vous réponds en fin de présentation. Donc pour un client final, on va avoir par exemple un exemple d'e-commerce. Quel est le panier moyen? On peut avoir le nombre de commandes par minute, on va avoir les scénarios de validation de panier, puisqu'on a également la possibilité, ça vous avez probablement vu passer des billets de blog déjà à ce sujet, de mettre en place des scénarios applicatifs via des technos tels que CQLX ou Itexis, qui vont nous permettre de réaliser des scénarios assez poussés sur une application qu'on ne pourrait pas faire avec un check simple, qui vont au-delà du simple test d'accès à l'URL et qui vont du coup pouvoir exécuter des scénarios poussés, donc se connecter, ouvrir des fiches et calculer des temps de réponse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir afficher également en temps réel. On va également avoir une notion de contrôle d'accès. Donc contrôle d'accès, combien de personnes sont actuellement présentes dans le bâtiment, c'est des informations qui peuvent remonter en SNMP depuis des équipements, c'est des choses qui peuvent être supervisées. Donc c'est une information qui peut s'afficher et qui peut être pertinente sur un plan de bâtiment. Au niveau de la grande distribution, on va avoir l'exemple du chiffre d'affaires par caisse ou par ligne de caisse, ça c'est pareil, c'est un grand classique. Et puis c'est des besoins qui pour le coup seront pertinents et très métiers. On voit ici qu'on n'est plus dans le... C'est pour ça que j'avais appelé ça dans la release note qui est passée la supervision fonctionnelle, puisqu'on n'est vraiment pas sur un niveau purement technique de liste à regarder quelle alerte monte, quelle est la valeur, sans interpréter derrière. On peut vraiment faire une abstraction et se mettre au niveau métier, et on parle plus d'informatique. On est vraiment dans du pur fonctionnel. Ça peut avoir également cet intérêt-là. Et sur l'hôtellerie médicale, la température moyenne actuelle par chambre par étage. Donc ça, c'est quelque chose qui, à notre sens, peut avoir énormément de valeur avec des cas d'usage qui sont très variés. Donc un premier exemple d'implémentation, c'est une map qui avait été faite là-dessus. Donc pour un hôpital, où on va avoir les 3 étages qui sont modélisés, avec des exemples de monitoring de température dans les pièces du rez-de-chaussée. On va avoir un ping pour le coup sur les différents équipements qui sont des équipements donc pour la pompe à oxygène qui est un équipement médical, le système incendie qui est un équipement de sécurité, et on va avoir le ping et on pourrait potentiellement avoir d'autres métriques également bien sûr sur le serveur AD au niveau du service informatique qui lui est un équipement. Donc exemple assez classique de quelque chose qu'on peut faire très rapidement. Volontairement ici c'est un exemple simple puisque c'est aussi pour vous montrer qu'on peut faire, ça c'est une map qui met peut-être un quart d'heure à mettre en œuvre. Donc c'est quelque chose qui peut être rapidement fait, qui peut couvrir un besoin et fournir une première vue d'ensemble. On peut bien sûr faire des maps beaucoup plus évoluées. On voit également qu'il y a une notion de contrôle d'accès avec les personnes à l'étage. Et on a une supervision en mode pastille, donc une autre façon d'afficher les informations sur la map, qui elle n'est pas liée à la métrique, qui est déjà disponible, sur les bornes Wi-Fi du rez-de-chaussée et de l'étage 1. Un autre exemple d'implémentation pour l'aéroport. Donc ici, on parlait tout à l'heure de métier, là on dézoome encore, on est vraiment dans le métier, il est presque plus question d'informatique du tout, par contre on parle de réseau et de disponibilité des bornes Wi-Fi. On va avoir un contrôle du nombre de visiteurs en temps réel sur les différents portails du site web de l'aéroport. On va avoir la latence moyenne pour accéder à la page. On va avoir des informations sur les flux entrants-sortants au niveau du réseau, sur les accès Wi-Fi. On va avoir des informations sur la disponibilité des bornes Wi-Fi, donc avec les access points. Le nombre d'utilisateurs sur les dernières 24 heures, donc c'est quelque chose qui peut être remonté également par un point de contrôle. Les temps d'attente, donc là pareil, on a modélisé la représentation c'est vraiment pour vous donner des exemples très hétérogènes,
la représentation d'informations qui peuvent être remontées par des contrôles. Donc là, on est vraiment dans le fonctionnel là-dessus. Et un troisième exemple, donc troisième exemple très sommaire, hein, j'en conviens, les data centers peuvent être beaucoup plus compliqués que ça. Exemple de base d'un data center, donc avec des allées, la température par allée, la latence observée sur les différents ESX, avec la possibilité d'identifier ou non le client, c'est pour ça que sur le troisième on a mis hôpital, donc qui correspond à l'équipement et à son site et à sa société de rattachement. Le monitoring très simple du générateur, on aurait pu aller encore beaucoup plus loin en mettant les échanges réseau entre les différents serveurs. Tout ce qu'on va être capable de remonter en termes de métriques dans la supervision pourra être représenté sur la map et sera mis à jour toutes les minutes. Donc ça donne des exemples, ça peut donner également, j'en doute pas, beaucoup d'idées dans vos cas. Donc ça peut être intéressant également, suite à cette présentation et à la mise à disposition de la version, de vous rapprocher du consultant qui vous suit ou directement du support pour demander un échange, une réflexion sur l'usage, le meilleur usage à faire de ces métriques. Ça peut être intéressant avec votre connaissance de votre activité et avec notre expertise sur le produit, d'arriver à faire évoluer ou peut-être à construire des maps, puisqu'il y a peut-être des choses qui actuellement, c'est peut-être un module que vous n'utilisez pas beaucoup, c'est possible, tous nos clients ne l'utilisent pas encore, et c'est vraiment un module qui offre énormément de souplesse et qui peut vous apporter beaucoup. On va parler maintenant des plugins. Nouveautés et évolutions, on a quelques nouveautés également sur les plugins sur cette dernière version. Donc la première, c'est sur SQL Server. On avait un point de contrôle, déjà un modèle de service qui permettait de récupérer une valeur retournée par une requête et de la comparer à des seuils. Donc là, le principe est un petit peu le même, si ce n'est que maintenant on va se baser sur une string, donc une chaîne de caractères, avec la possibilité d'analyser via des expressions régulières, donc on peut aller assez loin sur l'analyse, et avec un changement d'état si la chaîne rencontrée ne correspond pas à l'expression régulière ou à la chaîne recherchée. Donc là, ça va être supporté sur toutes les éditions de SQL Server. Le seul prérequis étant que, bien entendu, la requête ne renvoie qu'une ligne, puisque si elle y renvoie plusieurs, on ne saura pas laquelle prendre, et ça n'aura pas de sens. Donc de la même manière qu'une requête sur valeur ne doit renvoyer qu'une seule valeur, la requête sur la chaîne ne doit renvoyer qu'une ligne. Et à partir de là, on va afficher le résultat de la comparaison. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a également possibilité dans la requête, enfin, je dis on, c'est plutôt vous avez la possibilité dans la requête qu'on va aller analyser avec ServiceNav, d'avoir une deuxième colonne qui correspondrait à un texte supplémentaire qui lui sera affiché dans la sortie du plugin. Donc au niveau de l'exploitation technique, au niveau de la fiche détail. Donc ça peut être intéressant également pour remonter un petit peu plus d'informations que OKKO. On va avoir également tout un jeu de modèles de service. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent aussi quand on commence à supporter une techno, souvent à la demande d'un client ou de plusieurs clients, ou par de la simple veille. On va très souvent mettre plusieurs modèles de service. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très similaires. Donc quand on est parti sur un, le coût de développement des autres va être beaucoup plus réduit. Et parce que ça amène une vraie pertinence fonctionnelle, puisqu'on se dit, bah, tant qu'à superviser une techno, autant que je dispose d'un maximum de contrôle. Donc c'est assez souvent qu'on présente et qu'on présentera encore des lots d'évolution en fonction des technos. Hein. On essaie de faire ce fonctionnement-là. Donc sur Exagrid, qui est une solution de backup, on va avoir la possibilité de calculer des ratios liés à la duplication, à la déduplication. On va avoir les pourcentages d'utilisation des espaces de rétention, le landing space et également surtout le statut de l'appliance, donc avec un statut beaucoup plus global. Sur les premiers, on va être sur de la donnée très ciblée. Sur le dernier, on va être sur du statut global de la santé de l'appliance. Au niveau d'FTP, SFTP, on a la possibilité ici désormais d'analyser la fraîcheur d'un ou plusieurs fichiers SFTP, accessibles en SFTP, selon une période d'analyse. Donc on va comparer cette période et on va vérifier si un fichier est trouvé sur la période donnée. Donc avec une date de modification qui se trouve dans la période. Ça va nous permettre de vérifier notamment dans le cas d'échanges ETL ou de backup qui peuvent passer par un serveur FTP dans certains cas, de vérifier que l'opération s'est bien déroulée. Parce que le fait que le fichier soit présent ne suffit pas forcément
à conclure que la sauvegarde s'est bien passée ou que le transfert s'est bien passé. Encore faut-il qu'il soit présent et récent. Donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà sur du Windows, sur du Linux, sur des systèmes de fichiers directement. On amène également cette fonctionnalité au niveau de SFTP. Kaspersky, donc Enterprise Updated Agent, ça c'est une évolution, le point de contrôle existe déjà. On a désormais travaillé à diminuer les faux positifs. On s'est rendu compte qu'il y avait souvent des faux positifs puisqu'on avait des machines qui ont été mises à jour il y a très très longtemps et qui du coup ne sont plus pertinentes et on voulait les exclure, sauf qu'on ne pouvait pas. Et de la même manière, des machines qui ne se connectaient plus du tout à la console, et lui considérait du coup que les machines qui ne se connectaient pas à la console étaient des machines obsolètes, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc on offre la possibilité de diminuer ces faux positifs. On offre également la possibilité de vérifier l'existence du serveur d'administration si celui-ci est renseigné. On a la possibilité de renseigner un serveur, mais jusqu'à présent, là on est autant dans l'évolution que dans la correction de bugs, hein, on est bien d'accord, parce que c'était pas forcément très logique. À partir du moment maintenant où on vérifie l'existence d'un serveur d'administration, on va également, à partir du moment où on renseigne un serveur d'administration, on va maintenant vérifier également qu'il existe. Donc pour rappel, les évolutions et les nouveautés qu'on a vues sur les plugins sont disponibles toujours dans notre catalogue, hein, qui est mis à jour systématiquement à chaque montée de version. Donc pour la 3.18, il va être mis à jour dès cet après-midi, puisque la 3.18 sort lundi soir sur la plateforme SaaS. Sur le mode box et sur le mode agent, les évolutions qu'on a vues aujourd'hui sont comme très souvent orientées mode box. Vos prochains rendez-vous avec ServiceNav, il va y avoir pas mal de choses à la rentrée, hein. On va avoir un premier webinaire sur les usages qui va concerner les trappes SNMP. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de demandes aussi. Donc il y a notamment un plugin qui a été développé et puis une méthodologie autour qui va nous permettre de capter et d'interpréter les trappes. Donc ça, c'est quelque chose qui est attendu. C'est une présentation qui sera faite probablement début septembre. J'avais mis fin août, début septembre. En fonction des congés et des disponibilités, il y a de grandes chances que ce soit plutôt début septembre pour avoir un maximum de personnes. Un autre webinaire sur les usages également qui aura lieu alors avant-après celui sur la release. C'est pas encore décidé, mais en tout cas à des périodes assez proches, qui lui va concerner la partie NetFlow. La partie NetFlow, j'ai vu passer une question tout à l'heure. Je pourrais pas en parler beaucoup pour l'instant puisque c'est en cours de développement. Donc ça fera l'objet d'un webinaire sur les usages qui sera dédié à la partie NetFlow et à toutes les possibilités offertes à ce niveau-là. Là aussi, on a, voilà, je vois passer un oui, effectivement. Donc oui, il y a de l'attente, hein. Il y a de l'attente là-dessus, on a de la demande, donc on a fait en sorte de répondre à cette demande. C'est pas fini, il y aura d'autres choses, mais avec déjà un premier lot sur septembre d'évolutions liées à NetFlow, de nouveautés hein, là-dessus, puisque jusqu'à présent, c'est un aspect du produit sur lequel on était assez léger. Et un webinaire, et pas des moindres, sur la nouvelle version, qui sera la version 4.0, qui sera une version majeure, qui aura lieu courant septembre, je n'ai pas encore la date exacte, que j'animerai, et qui lui va porter sur la principale nouveauté qu'on va avoir le plaisir de présenter à la rentrée, qui sera la refonte des dashboards à travers les dashboards widgets, qui vont nous permettre d'avoir un système de dashboard beaucoup plus moderne sur lequel on va pouvoir construire et ajouter différents widgets paramétrables, redimensionnables, qui vont nous permettre d'afficher sur une même page un nombre et un type très hétérogène de tableau de bord, à l'inverse de ce qu'on avait actuellement avec un carrousel qui nous obligeait à changer à chaque fois de tableau de bord pour en afficher un autre. Là, on va être vraiment dans une logique de widget. Mais je vous en parlerai beaucoup plus du coup en septembre. Là, c'était pour faire un petit peu de teasing, pour être sûr qu'on aura des gens en septembre. Voilà, j'en ai terminé. On va passer comme d'habitude à quelques questions. On n'est pas très nombreux, vous pouvez les poser à l'oral et j'y réponds en direct. Et je vous remercie pour votre attention.